Bienvenue à Minuit Mystère, où chaque ombre cache un secret. Ce soir, un esprit brillant démêle l'énigme de la dame qui change de chapeau. Un conte de déguisement, de tromperie et d'un seul chapeau qui cache plus que de la vanité. Prêt à suivre les indices? Versez votre thé, tamisez les lumières et laissez le mystère commencer. Le chapeau a fait sensation bien avant le meurtre. C'était un chapeau en feutre lilas, orné d'un audacieux ruban noir qui s'enroulait autour du bord, comme la queue d'un chat espiègle. Celle qui le portait, Madame Charlotte Penrose, n'était pas réputée pour son audace vestimentaire. Pourtant, elle se tenait là, devant l'église Sainte-Mildred, le dimanche précédant la Pentecôte, le menton levé, le regard légèrement provocateur, comme si le chapeau lui-même était une déclaration. Le village de St. Annesley l'a remarqué. Les villages le remarquent toujours, de la femme du vicaire, Madame Ambrose, qui murmurait que le lilas était une couleur réservée aux veuves d'un certain âge, au commis Boucher, qui raconta plus tard que Madame Penrose avait changé d'apparence, avec un regard plus perçant. Tous les assistants à la messe du matin s'étaient imprégnés de la vue de ce chapeau et l'avaient rangé pour un usage ultérieur. Les ragots à St. Annesley étaient comme du pollen, invisibles jusqu'à ce qu'ils se déposent partout. Seule Miss Marple, assise à son banc habituel au premier rang, semblait sereine. Son regard se posa sur le chapeau avec une légère curiosité, puis sur la femme qui se trouvait dessous. Charlotte Penrose avait perdu son mari 2 ans plus tôt, un homme doux et cultivé qui dirigeait une petite compagnie d'assurance en ville. Sa mort avait été qualifiée d'inattendue, bien que ce mot ne veuille pas dire grand-chose, comme la plupart des morts, lorsqu'on n'y est pas préparé. Le chapeau, cependant, était très délicat. Après la cérémonie, sur la pelouse du presbytère où l'on versait le thé et offrait un gâteau éponge, le chapeau attirait les gens comme des guêpes vers la confiture. Madame Price Ridley, cet oracle de la bienséance au regard perçant, se pencha vers Mademoiselle Hartnell et dit à voix basse « Une femme ne change pas de chapeau aussi radicalement, à moins d'avoir changé autre chose. » La réponse de Mademoiselle Hartnell ou de quelqu'un d'autre lui fit sourire, comme de la crème sur le point de cailler. Miss Marple sirota son thé sans faire de commentaire. Elle avait déjà vu des transformations de ce genre. Un nouveau chapeau pouvait signifier une nouvelle confiance en soi ou une mauvaise conscience s'habillant avec élégance. Cet après-midi-là, le chapeau réapparut, cette fois dans la salle paroissiale où Madame Penrose supervise les préparatifs du bazar de charité de la Pentecôte. Elle se déplaçait avec vivacité, donnant des ordres discrets, ajustant de ses mains gantées les compositions florales et les nappes. Le bord lilas captait la lumière des fenêtres, clignotant comme un signal. Même le pasteur, un homme bienveillant, plus doué pour les sermons que pour le bon sens, s'arrêta 1 ou 2 fois pour jeter un coup d'œil dans sa direction. Le soir, le chapeau a été vu pour la 3e et dernière fois. C'était pendant la répétition de la chorale, lorsqu'une légère bruine embaume le cimetière et que les réverbères du chemin créent des halos dans l'air humide. Madame Penrose était restée chercher quelque chose qu'elle avait oublié, un petit médaillon en argent, racontait-elle à Madame Reeves, l'organiste, qui s'en souvenait car elle fermait les portes à ce moment-là. Le chapeau lilas brillait faiblement sous son parapluie tandis qu'elle retournait vers la sacristie. Le lendemain matin, le chapeau fut retrouvé, cette fois-ci dans la roseraie du presbytère, écrasé et maculé de sang. La découverte fut faite par le jeune Tommy Reeves, envoyé ramasser des pétales tombés pour la décoration. Il revint en courant en hurlant, traînant un panier de roses éparpillées. Le gendarme, appelé après son petit déjeuner, arriva pâle et essoufflé. En quelques minutes, la moitié du village s'était rassemblée près du muret de pierre, cherchant à voir ce qu'il avait découvert derrière la haie. Miss Marple, debout au bord de la foule, ses gants soigneusement pliés et son expression douce, regardait sortir un corps recouvert d'un linge sacré. Elle ne s'avança pas et ne posa aucune question. Elle se contenta de regarder, son esprit traçant déjà des liens invisibles, le chapeau, le médaillon, la bruine de ce soir-là et la défiance silencieuse dans le regard de Charlotte Penrose. Les gens commencèrent à parler aussitôt. Le mot meurtre était prononcé à voix basse, comme s'il pouvait s'imposer. Madame Price Ridley insista sur le fait qu'il s'agissait d'un vagabond. Madame Ambrose suggéra un cambriolage qui avait mal tourné. Monsieur Pritchard, qui ambitionnait de devenir conseiller municipal, chuchota que la jalousie était plus probable, sans toutefois préciser de qui il s'agissait. Seule la voix de Miss Marple, lorsqu'elle se fit enfin entendre, était suffisamment calme pour apaiser l'atmosphère. « Ce sera quelque chose de tout à fait ordinaire, dit-elle en particulier,
fait pour une raison très humaine. L'extraordinaire, c'est la façon dont on a réussi à le rendre différent. L'agent, entendant cela, fronça les sourcils. « Vous croyez, Miss Marple ?» Ses yeux clignent, légèrement amusés. « Oh oui, dit-elle. D'après mon expérience, il ne faut jamais sous-estimer ce que les gens sont prêts à faire pour sauver les apparences ou pour se venger. » Derrière elle, la cloche de l'église sonnait l'heure de midi, chaque note tombant lourdement sur le village comme un rappel que même à Saint-Ainsley, le temps et la culpabilité gardaient un rythme parfait. À peine le tintement de la cloche s'était éteint que le village entamait son second rituel d'interprétation. Saint-Ainsley, ordonnée et pieuse, avait longtemps traité les calamités comme un sujet de conversation. À midi, la tragédie avait été résumée en chuchotements polis et racontée avec des ornements aussi délicats qu'une broderie. Chaque foyer, semblait-il, possédait sa propre version du même terrible événement. Au presbytère, Madame Ambrose était assise dans le salon, une tasse de thé fraîche à côté d'elle, essayant de rédiger une déclaration pour le connétable. Elle avait connu Charlotte Penrose en société, ce qui, dans le langage du village, signifiait assez bien pour porter un jugement, mais pas assez pour parler d'amitié. Elle avait également remarqué et répété avec une tristesse subtile et naturelle que Madame Penrose semblait troublée ces derniers temps. Et d'ordre financier ou affectif, Madame Ambrose ne le précisa pas. Dehors, les rosiers du jardin s'affaissent sous la bruine. Une pâle tache de terre piétinée marquait l'endroit où le chapeau avait été retrouvé. Le gendarme montait la garde à proximité, l'air incertain de ce qu'il gardait précisément. Miss Marple, passant avec un panier d'herbes aromatiques pour la gouvernante du recteur, s'arrêta brièvement près du portail. Son regard scruta le paysage, la haie, l'allée de gravier, la proximité du mur du cimetière. Elle remarqua la proximité de la roseraie avec la porte de la sacristie, les pétales du panier renversé encore humide accrochés à l'herbe. Puis elle reprit son chemin, d'un pas lent et pensif. Chez l'épicier, Madame Price Ridley s'était déjà imposée comme la principale autorité en la matière. Elle se pencha confidentiellement vers la jeune employée et déclara que Madame Penrose avait été vue en compagnie tard. L'employé, avide de détails, ne reçut du cabinet du notaire qu'une mention énigmatique de l'homme, ce qui fut aussitôt interprété, dans les récits ultérieurs, comme des fiançailles secrètes, un scandale, ou les deux. À l'heure du thé, tous les foyers respectables entre Green et Mill Lane avaient discuté des mœurs de la dame et les avaient trouvées décevantes. Au milieu de tout cela, l'inspecteur Reeves, fraîchement arrivé de Much Durnford et toujours aussi maladroit dans son uniforme, tente de maintenir l'ordre. Il avait interrogé le vicaire, l'organiste et le jeune Tommy. Son carnet, rempli de fautes d'orthographe et de taches humides, ne contenait guère plus que le compte-rendu succinct des événements. Madame Penrose quitta la répétition du chœur à 8h30, fut vue pour la dernière fois franchissant la porte de la sacristie, et fut retrouvée morte le lendemain matin dans la roseraie, le crâne fracturé. Le vol semblait improbable, son médaillon avait été retrouvé serré dans sa main, intact. Miss Marple, invitée à prendre le thé par Madame Ambrose pour se calmer, écouta avec une courtoisie patiente la femme du vicaire raconter chaque étape de l'enquête. Le thé était faible, le gâteau intact. Bien sûr, conclut Madame Ambrose dans un soupir, ce devait être un fou, un de ces horribles vagabonds. On les lit, vous savez. Miss Marple remua sa tasse une fois, 2 fois. Oui, murmura-t-elle. Et pourtant, la folie dans les villages a généralement un visage bien familier. Elle sait où la porte du jardin est laissée ouverte. Madame Ambrose semblait mal à l'aise. Vous pensez que c'était quelqu'un du coin ? Je pense, dit Miss Marple d'un ton doux, qu'il serait imprudent d'exclure ou de rajouter quelqu'un si tôt. Les apparences ont leurs petites habitudes, tout comme les gens. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur est venu, chapeau à la main et pantalon humide jusqu'aux genoux. Il était assez jeune pour être perturbé par le calme de Miss Marple et assez vieux pour soupçonner qu'elle l'avait démasqué. Nous n'avons pas encore d'enquête claire, a-t-il admis, même si l'on raconte qu'elle avait rencontré quelqu'un en secret. Un mot, ou une partie d'un mot, a été retrouvé dans son sac à main. Miss Marple leva les yeux. Un mot ? Il s'éclaircit la gorge. Juste un morceau, déchiré. Il était écrit « après répétition », près du jardin, signé d'une initiale qui pourrait être un J ou peut-être un L. Ça ne voulait rien dire. Ça pourrait vouloir dire n'importe quoi, dit doucement Miss Marple en joignant les mains. Ça dépend du jardin et du jardinier. L'inspecteur cligna des yeux, incertain. Il n'y a pas de jardinier au presbytère, madame.
juste le père du jeune Tommy qui s'occupe des fleurs de temps en temps. Ah ! Le regard de Miss Marple s'arrêta brièvement à la fenêtre, où la brune s'était muée en pluie. Ensuite, j'ose dire qu'il sera interrogé, le pauvre homme. On remarque rarement à quel point leurs petites habitudes les rendent visibles. Ce soir-là, tandis que le crépuscule s'infiltre dans les haies, les lampadaires s'allumèrent un à un le long de la rue principale. Les fenêtres brillaient comme des yeux vigilants. Le village semblait se replier sur lui-même, chaque maison répétant discrètement son innocence. Du salon de mademoiselle Hartnell parvient le son aigu de conjectures murmurées. De la forge, le forgeron affirma à qui voulait l'entendre que les blessures n'étaient pas accidentelles. La respectabilité avait trouvé son drame. Miss Marple était assise près du feu, tricotant un rang bien net de laine gris pâle. Sa radio murmurait faiblement dans un coin une valse joyeuse et étrangement indifférente. Sur la table à côté d'elle se trouvait une petite coupure de presse qu'elle avait trouvée des années auparavant, le rapport d'une enquête, un autre décès silencieux dans une autre paroisse paisible. Elle la feuille, comme si elle comparait mentalement des écritures. Quand la cloche de l'église sonna 8 heures, elle se leva et alla tirer les rideaux. Derrière la vitre, la pluie avait cessé, et une faible lumière persistait au-dessus du cimetière. Quelque chose scintillait près des massifs de roses, peut-être un vestige d'un cordon de police, peut-être pas. Elle observa un long moment, le visage indéchiffrable, avant d'éteindre la lampe. Dans la pièce sombre, le léger parfum de lilas semblait venir de nulle part, persistant comme un souvenir qui refusait d'être oublié. Le faible scintillement que Miss Marple avait remarqué près des massifs de roses se transforma, au matin, en un petit objet à moitié enfoui dans la terre humide. Ce fut l'agent qui trouva un bouton d'argent, gravé d'une feuille de lierre. Il l'enveloppa soigneusement dans un mouchoir, l'air à la fois satisfait et nerveux, et le présenta à l'inspecteur Reeves comme s'il s'agissait du joyau de la couronne. Reeves l'examina avec ce qu'il espérait être de l'autorité, malgré un léger tremblement de ses doigts. « D'un manteau d'homme, je dirais, marmonna-t-il. Peut-être arraché lors d'une bagarre. » Miss Marple, arrivée au presbytère avec un pot de confiture d'églantier et quelques questions douces déguisées en sympathie, observa la découverte avec un intérêt modéré. Du lierre, observatoire doucement. Une plante si tenace. Elle s'accroche là où on ne veut pas, et parfois elle cache un mur qui s'écroule. L'inspectrice cligna des yeux, incertaine de savoir s'il s'agissait d'horticulture ou d'homicide. « On va l'envoyer au commissariat pour examen, » dit-il en reprenant son ton. Ça pourrait correspondre à une veste si on retrouve le propriétaire. Mais à St. Hensley, les vestes étaient en tweed et en velours côtelé, arborées par les fermiers, les marguilliers et les notaires. En milieu de matinée, la police avait déjà recensé une demi-douzaine de correspondances possibles et plusieurs protestations indignées. Personne n'aimait qu'on lui demande d'expliquer où il était allé à 20h30 par une nuit pluvieuse, et encore moins ceux qui étaient effectivement allés ailleurs. À la poste, Madame Tilling informa les clients qu'elle avait aperçu M. Leonard Brent, le jeune clerc du cabinet d'avocat de Much Durnford, se dirigeant vers l'église peu avant l'arrivée de la pluie. Parapluie levé, col relevé, l'air d'avoir perdu quelque chose d'important, dit-elle à qui voulait l'entendre. M. Brent, promptement convoqué au poste, confirma la promenade mais nia le but. Il prétendit avoir remis des documents au vicaire. Ce dernier, troublé, ne se souvenait d'aucune livraison, mais admit que des documents, quels qu'ils soient, transitent souvent par son bureau. Miss Marple, qui avait entendu cette confusion tout en admirant ostensiblement les tulipes du presbytère, ne fit aucun commentaire. Son regard se posa sur M. Brent, qui se tenait debout, se balançant d'un pied sur l'autre, ses cheveux blonds plaqués contre son front. Il y avait quelque chose de trop précis, de trop prudent dans sa détresse, la panique contenue d'un homme qui comprenait précisément ce que les apparences exigeaient. Plus tard dans la journée, l'inspecteur se rend au cottage de Madame Penrose. Il se dressait en bordure du green, blanchi à la chaux et un peu trop propre, comme si le chagrin en avait été effacé. Le salon sentait légèrement le cirage à la lavande et quelque chose de métallique sous, peut-être, les restes d'un pare-feu tombé. Reeves fouilla poliment mais minutieusement, découvrant une pile de lettres nouées d'un ruban bleu. La plupart étaient des factures fades, des invitations à des réceptions, des circulaires paroissiales. Mais une enveloppe, glissée entre 2 feuilles de cantique, ne portait ni timbre ni adresse. À l'intérieur, une seule ligne disait « Rencontrez-moi, là où les roses grimpent ». Elle était signée de la même initiale incertaine. Miss Marple l'examine lorsqu'on lui demande. « Curieux choix de mots », murmura-t-elle. « Les roses ne grimpent pas tant qu'elles s'étalent. Pourtant,
On décrit souvent les choses comme on aimerait qu'elles paraissent, et non comme elles sont. « Tu crois que ça vient d'un amant » demanda Reeves. L'expression de Miss Marple s'adoucit, mais sa voix resta calme. C'était possible. Mais les lettres d'amour, comme les sermons, sont rarement ce qu'elles paraissent. La nouvelle du mot se répandit rapidement. En quelques heures, le village se divisa entre ceux qui pensaient que Madame Penrose avait été impliquée dans une liaison clandestine et ceux qui préféraient la croire victime de chantage. Madame Price Ridley, bien sûr, partageait les deux points de vue simultanément, selon son auditoire. À la Crown Inn, autour de chopes de bière, les hommes spéculaient sur ce jeune commis de Durnford et ses possibles indiscrétions. Dans des coins plus calmes, d'autres évoquant la mort de George Penrose 2 ans plus tôt et se demandent à voix haute si tout avait été aussi naturel que le prétendait le médecin. Pendant ce temps, Miss Marple rendait visite à Madame Reeves l'organiste, soi-disant pour lui rendre un livre de jardinage emprunté. « Vous l'avez vue pour la dernière fois, je crois, dit-elle doucement. Semblait-elle pressée » Madame Reeves hésite. Pas vraiment pressée, plutôt préoccupée. Elle avait parlé de son médaillon, mais lorsqu'elle se retourna vers la sacristie, je la trouvais, comment dire, résolue, comme si elle avait pris une décision concernant un sujet désagréable. « Les gens mettent souvent leur conscience en ordre avant d'agir, dit Miss Marple avec un léger sourire, tout comme ils rangent leur maison avant l'arrivée des invités. » Madame Reeves, perplexe, ne put que hocher la tête. En fin d'après-midi, la pluie était revenue, et la patience de l'inspecteur commençait à s'épuiser autant que son journal. Il arpentait le bureau du presbytère, marmonnant des affirmations et des contradictions. Miss Marple, invitée à formuler ses observations, restait assise tranquillement près du feu, ses aiguilles à tricoter s'agitant par petits mouvements réguliers. Chaque clic semblait ponctuer la frustration de l'inspecteur. « Tu as dû voir beaucoup de cas similaires, dit-il enfin. J'ai entendu dire que tu as apporté ton aide dans d'autres villages. Ce n'est que lorsque les gens ne se comprennent pas eux-mêmes, répondit-elle. Et cela arrive partout, inspecteur. Il sourit gêné. Alors, que penses-tu de tout ça? Elle regarda la pluie tracer des lignes sur la vitre. C'est un peu comme de la broderie, dit-elle doucement. Le motif est toujours plus clair vu de dos, mais moins joli. Dehors, l'horloge de l'église sonna 6 heures. Le son semblait vibrer dans l'air humide, se mêlant au murmure du vent. Quelque part derrière la haie, un chien aboya un seul aboiement, sec, puis s'arrêta. Miss Marple leva les yeux vers le bruit, son expression changeant, non pas de surprise, mais de reconnaissance d'un souvenir à moitié oublié, comme si un vieux souvenir avait refait surface. « Inspecteur, dit-elle doucement, lorsque vous avez interrogé M. Brent, a-t-il mentionné s'il manquait un bouton à son parapluie ?» Le jeune homme fronça les sourcils. « Un bouton ? Non, pourquoi ? » ?»« Oh, rien, dit-elle en posant son tricot. C'est curieux, en fait, de voir comment le lierre parvient à s'accrocher. On pourrait presque dire qu'il choisit son hôte. » Son regard s'attarda sur le feu, où un seul charbon s'était réduit en cendres, rougeoyant brièvement avant de s'éteindre. Le léger grésillement du charbon s'était à peine estompé que l'inspecteur Reeves reprit la parole, le ton aigri par la longue journée. « Vous pensez donc que le bouton appartient à Brent ? C'est un peu tiré par les cheveux, Miss Marple. Il pourrait appartenir à n'importe qui. Son regard restait fixé sur l'âme, même si son esprit était ailleurs. Un peu tiré par les cheveux, peut-être. Mais le lierre a tendance à pousser là où la lumière le touche le moins. Les gens ne sont pas si différents. » L'inspecteur émit un son à mi-chemin entre un soupir et un grognement. « Bon, j'ai bien envie de l'interroger à nouveau quand même. Son récit ne colle pas vraiment. Il a dit être venu voir le vicaire, mais celui-ci nie tout arrangement. Et il y a quelque chose d'insaisissable chez lui. » Miss Marple se leva et ramassa son châle. « Alors, il serait sage d'insister doucement, inspecteur. Les hommes qui mentent pour des broutilles vous diront souvent de plus grandes vérités s'ils croient que vous ne les écoutez pas. » Reeves avait l'air déconcerté, mais griffonna le conseil dans son carnet comme s'il faisait partie des preuves. Le lendemain matin apporta un soleil glacial qui faisait miroiter les flaques d'eau comme des fragments de miroir. M. Leonard Brent arrive au poste, l'air crispé mais serein. Il avait troqué son manteau gris contre un plus foncé, sans bouton manquant. Pourtant, le regard de l'inspecteur s'attarda sur les manches, les coutures, soignées, la légère odeur d'amidon qui suggérait une tentative de propreté trop récente pour être confortable. « Tu comprends pourquoi je t'ai rappelé, » commença Reeves. « J'ai quelques points à éclaircir. »« Bien sûr, » dit Brent d'un ton calme. « Je souhaite apporter mon aide de toutes les manières possibles. » Pauvre Madame Penrose, quel choc terrible. Reeves se pencha en arrière, les mains jointes.
Vous avez dit être venu au village pour voir le vicaire ce soir-là. Pourtant, aucun rendez-vous n'a été mentionné. Vous avez également prétendu avoir des papiers d'identité. Où sont-ils maintenant? Brant hésita un instant. Livrés, bien sûr. À la boîte aux lettres du presbytère. Je ne revis plus personne. Je suis rentré directement chez moi. L'inspecteur haussa un sourcil. Sous une pluie torrentielle? Oui, tout à fait. J'avais mon parapluie. Miss Marple, invitée à observer discrètement depuis un fauteuil d'angle, remarqua la légère hésitation avant cette dernière phrase. Elle remarqua aussi la façon dont son regard se porta vers le bureau, comme à la recherche d'une contradiction. Elle ne dit rien, se contenta d'ajuster le revers de son gant et demanda d'un ton doux « Votre parapluie était-il de couleur foncée ou claire, Monsieur Brant ?» Il parut surpris. « Il fait sombre, bien sûr. »« Marine. Pourquoi cette question ?»« Oh, sans raison, dit-elle. Je me demandais simplement si la police l'avait trouvé. On oublie souvent ce genre de choses quand tout le monde regarde par terre. » Le jeune homme perdit un instant son sang-froid avant de le retrouver. « Je vous assure, madame, que je n'ai rien égaré. » Une fois parti, Reeves lui lança un regard perplexe. « Tu le regardais, n'est-ce pas ?»« Pas lui, inspecteur, » répondit-elle doucement. C'était son choix de mots. Il avait dit « égaré » plutôt que « perdu ». On ment rarement ouvertement, on réorganise simplement la vérité. Reeves fronça les sourcils, mais prit consciencieusement une autre note. Dans l'après-midi, le village avait tenu pour acquis la culpabilité de M. Brant. Après tout, il était commode qu'il soit un étranger, et non l'un d'eux, et que son lien avec la défunte puisse être évoqué sans gêne. À l'épicerie et au salon de thé, les murmures se muèrent en conviction. Madame Price Ridley annonça qu'elle s'était toujours méfiée des jeunes hommes portant des mallettes. Le recteur, bien qu'habitant, admit en privé que M. Brant avait été trop attentif à Madame Penrose lors de l'organisation du bazar. Même le jardinier du curé murmura qu'il les avait vus un jour marcher ensemble le long du chemin de la rivière, sans qu'il sache précisément si c'était avant ou après la mort de M. Penrose. Ce soir-là, l'inspecteur se rend de nouveau au cottage de feu Madame Penrose, muni d'un mandat et la conscience en peine. Miss Marple l'accompagna, soi-disant pour réconforter Madame Ambrose qui lui avait offert la clé. La maison était encore impeccable, presque stérile, chaque coussin gonflant et chaque tasse posée avec précision sur sa soucoupe. Pourtant, quelque chose de nouveau se dégageait, un léger désordre sous cette perfection, une porte de placard entr'ouverte, un petit vase légèrement de travers. Miss Marple remarqua les choses que les gens ordonnés oublient lorsqu'ils feignent de ne pas avoir peur. Dans la chambre, Reeves trouva une photo de Leonard Brant parmi les souvenirs de Madame Penrose. Rien de compromettant, juste une photo de groupe prise à la fête paroissiale, sa main à moitié visible derrière son épaule. Mais cela suffisait à resserrer le récit. Il la glissa dans sa poche en marmonnant « Ça ira ». Pendant ce temps, Miss Marple examinait la coiffeuse. Une petite marque dans la poussière marquait l'endroit où avait reposé quelque chose de circulaire, peut-être une boîte à poudre, peut-être le médaillon disparu. Elle le toucha légèrement. « C'est drôle, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. Comme les choses qui disparaissent là laissent souvent une trace très nette de leur absence. « Des preuves ?» demanda Reeves plein d'espoir. « Pas tout à fait. Un rappel. » Dehors, le crépuscule s'était épaissi. La lueur de réverbère avançait dans l'allée, sa flamme flottant comme un esprit prudent. Reeves verrouilla la porte et se tourne vers le green. « Si je ne trouve pas bientôt de preuves plus solides, monsieur, murmura-t-il, la presse va s'en donner à cœur joie. Une femme assassinée près d'une église qu'ils appelleront la tragédie du presbytère. » Miss Marple sourit faiblement. Ils aiment toujours avoir un titre. Ça donne au péché un air respectable. Alors qu'ils passèrent devant le mur du cimetière, quelque chose de petit et de métallique brillait entre les pierres, un autre bouton, identique au premier. Reeves se pencha et s'exclama triomphalement. « Ça y est, le manteau de Brant, sans aucun doute !» Miss Marple baissa les yeux, le visage serein à la lueur de la lanterne. « Oui, murmura-t-elle, cela semble bien confirmer quelque chose. Mais est-ce vrai ou illusion? Je ne peux pas encore le dire. Le lierre, après tout, pousse en touffe. Une feuille ressemble beaucoup à une autre. » Son regard se porta vers la porte de l'église, où une légère odeur de cire de bougie flottait dans l'air du soir. Quelque part à l'intérieur, les tuyaux de l'orgue gémissaient, tandis que le vent les traversait d'un son bas et incertain, comme le soupir de quelqu'un qui en sait trop et n'ose parler. Le souffle du vent dans les tuyaux de l'orgue sembla résonner longtemps après qu'ils eurent quitté le cimetière. Il résonna faiblement dans les oreilles de Miss Marple ce soir-là,
assise près de sa fenêtre, la lumière de la lampe se reflétant dans la vitre comme un second monde, plus calme. Son tricot reposait intact sur ses genoux. Elle tenait ses lunettes sans serrer, observant la ruelle en contrebas, où la lanterne d'un agent de police se balançait avec une patience rythmée. C'était le genre de silence qui faisait vibrer les petites vérités, attendant d'être remarquées. Au matin, l'affaire semblait réglée, du moins dans l'imaginaire du village. M. Brent est quasiment condamné. Le deuxième bouton, brillant sous la lampe torche de l'inspecteur, avait confirmé le récit dont les commères avaient un peu besoin. On disait qu'il s'était disputé avec Madame Penrose à propos d'argent, qu'elle avait menacé de dénoncer les faits, et que la colère avait suivi aussi sûrement que le tonnerre après l'éclair. C'était clair, crédible, et donc satisfaisant. Mais Miss Marple n'aimait pas les histoires trop rangées. Elles nécessitent souvent de les passer sous silence. Elle arriva tôt au presbytère, sous prétexte de livrer un pot de confiture de coin. L'inspecteur Reeves était déjà là, penché sur ses notes, les sourcils froncés. « Tout est dans le même sens, dit-il en levant les yeux. Le contact de Brent, le mot, les boutons. Si nous pouvons prouver que son parapluie avait disparu cette nuit-là, nous aurons le reste. » Miss Marple dépose le bocal sur la cheminée avec précaution. Les parapluies sont des objets tellement moraux, vous ne trouvez pas? Ils protègent toujours ce qui devrait être un peu mouillé. Elle se tourna vers la fenêtre dont une légère marque marquait le rebord. Quelqu'un a-t-il examiné cela? L'inspecteur suit son regard. La fenêtre. Pas besoin d'ouvrir la porte. Madès. Elle se pencha et effleura le bois du doigt. Une trace pâle se détacha, poussière déplacée par quelque chose qui s'y était récemment déposé. Voyez-vous, inspecteur, les portes invitent à entrer. Mais les fenêtres, elles, l'attendent. Il parut perplexe, mais le nota consciencieusement. « Tu crois que quelqu'un est entré par ici ?»« Je pense, dit-elle doucement, que quelqu'un a souhaité que cela paraisse ainsi. » Reeves fronça les sourcils. « Tu veux dire que le cambriolage était une mise en scène ? Peut-être pas mise en scène, arrangée. Il y a une différence. La mise en scène est une illusion, l'arrangement est une intention. » Ces paroles flottèrent dans l'air comme de la fumée. Derrière elle, l'horloge du vicaire sonnait 10 heures, chaque note étant claire comme du verre. Ils marchèrent ensemble jusqu'au jardin, où les rosiers avaient commencé à faner à cause de la négligence. L'agent avait laissé des empreintes de pas près de la haie, brouillant ce qui aurait pu être un autre bouquet. Miss Marple avançait prudemment, ses pas précis, son regard attiré par les bords du chemin plutôt que par son centre. « On oublie, murmura-t-elle, que ceux qui agissent avec précipitation piétinent rarement leur conscience. Ils piétinent plutôt le sol. » Un cri soudain du gendarme les interrompit. Il avait découvert quelque chose à moitié enfoui parmi les racines, le médaillon en argent que Madame Penrose avait prétendu aller chercher cette nuit-là. Le fermoir était brisé. À l'intérieur se trouvait non pas une photographie, mais un morceau de papier plié. Reeves le prit avec précaution, déroulant le parchemin humide. Il y avait une écriture faible et incomplète. Un mot ressortait clairement pardonné. Le visage de Miss Marple reste serein, mais ses yeux se plissèrent légèrement. « Comme c'est curieux, dit-elle. Le pardon est une étrange ambition pour les morts. » Reeves la regarda. « Tu crois qu'elle l'a écrit avant de mourir ? C'est possible. Ou alors elle l'a gardé comme un souvenir. Certaines personnes le font pour se défendre contre leur propre bonté. Le médaillon, le bouton, le mot sont 3 petits fragments de négligence humaine. Pourtant, Miss Marple sentait que leur alignement n'était pas une coïncidence, mais une orchestration. Les apparences étaient s'entretenues comme un jardin, avec trop d'amour, trop de soin. Cet après-midi-là, l'inspecteur convoqua de nouveau M. Brent, et la scène dans la petite salle du commissariat se déroula avec une sévérité polie. Brent paraissait las, ses protestations réduites à une courtoisie fragile. « Vous semblez déterminé à me faire passer pour le méchant, dit-il, la voix tremblant entre l'indignation et la peur. Mais je vous assure que je n'ai rien fait de mal. » Reeves exposa méthodiquement les preuves, les notes, les boutons, les déclarations des témoins. Chaque élément était un clou, chaque dénégation, un faible écho du marteau. Lorsqu'il eut terminé, le silence s'installa entre eux. Miss Marple, assise tranquillement dans un coin comme auparavant, observait les mains du jeune homme. Elle tressaute, non pas de culpabilité, mais avec retenue, le geste de quelqu'un qui retient des mots trop difficiles à prononcer. « Vous aimiez bien Madame Penrose, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Il hésite. Elle était gentille avec moi. Elle comprenait mes ambitions. C'est tout. Et vous vous êtes disputé ? Non.
Nous étions peut-être en désaccord sur ce qui devait rester privé. « Ah !» dit doucement Miss Marple, « l'intimité est souvent le dernier refuge de l'honnêteté. » Reeves intervint avec impatience. « Vous voulez qu'on croie que 2 boutons perdus, un mot secret et une réunion de minuit sont innocents ?» Brent fixait la table. « Croyez en ce que vous voulez. Mais je n'étais pas le seul qu'elle rencontrait en secret. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent légèrement, et elle avait repris son tricot sans lever les yeux. « Qui d'autre, monsieur Brent ?» Il hésita, puis murmura. « Demandez à madame Ambrose. » L'inspecteur cligna des yeux. « La femme du vicaire ?» Brent hocha la tête, le regard vide. Ils étaient de plus amis qu'elle ne l'admet. Madame Penrose lui avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. C'est pourquoi elle voulait me rencontrer ce soir-là. Ce n'était pas moi qu'elle attendait. Un frisson sembla traverser la pièce, subtil mais indéniable. Reeves fronça les sourcils, hésitant entre croire cette affirmation et la prendre pour du désespoir. Miss Marple leva les yeux, l'air doux, mais le ton étrangement assuré. Parfois, l'innocence de l'inspecteur se manifeste non pas par des protestations, mais par des soupçons qu'elle oriente. Un homme coupable pointe vers lui-même, un homme effrayé pointe vers le loin. Dehors, une cloche d'église sonna à midi. Par la fenêtre ouverte flottait le parfum de l'herbe coupée et du lilas, parfum qui avait persisté près des massifs de roses la nuit du meurtre. Miss Marple tourna la tête vers lui, pensive. Pour la première fois, elle se demanda si le chapeau lui-même, ce lilas si effrontément porté, n'avait pas été choisi par vanité, mais comme un message destiné à une seule personne. Le parfum du lilas sembla s'épaissir lorsque Miss Marple et l'inspecteur Reeves sortirent du commissariat dans la lumière tamisée. Des nuages s'abaissent, comme si le ciel lui-même cherchait à surprendre la conversation. Reeves resta silencieux pendant plusieurs minutes, ses bottes crissant sur le gravier avec un rythme qui trahissait son malaise. Il s'attendait à ce que l'affaire se referme parfaitement, mais au lieu de cela, elle s'effiloche comme un fil trop tendu. Au coin du green, Miss Marple s'arrêta devant la grille du presbytère. « Vous voudrez sans doute interroger madame Ambrose, je suppose, » dit-elle d'un ton doux. « Mais il serait peut-être préférable que nous abordions avec plus de douceur, par souci du bon voisinage. » Reeves la regarda avec méfiance. « Tu crois qu'elle cache quelque chose ?»« Je pense, » dit Miss Marple, « que les gens qui ont passé leur vie à soigner les apparences savent rarement quand s'arrêter. » À l'intérieur, la femme du vicaire les reçut avec la sérénité de quelqu'un habitué aux urgences pastorales. Le salon sentait le lys et le cirage au citron. « Quelle horreur !» dit-elle en joignant les mains. « Pauvre Charlotte, j'ai du mal à croire qu'elle soit partie. » Pourtant, tout en parlant, son regard se porta vers la fenêtre, comme si elle craignait d'être vue en deuil. Reeves n'a pas perdu de temps. Nous avons appris, madame, que madame Penrose avait peut-être donné rendez-vous à quelqu'un dans le jardin du presbytère ce soir-là. Quelqu'un en qui elle avait confiance. Sauriez-vous qui cela pouvait être ? L'expression de madame Ambrose était parcourue d'une hésitation, aussi brève que la pause entre 2 respirations. « Certainement pas, » dit-elle enfin. Charlotte était impulsive. Il lui arrivait d'exagérer des détails pour en faire des choses importantes. Il ne faut pas trop interpréter chaque coïncidence. Miss Marple sourit gentiment. Les coïncidences ont tendance à faire rougir quand on les remarque, ma chère. Mais vous étiez des amis proches, je crois ? Vous partagiez le comité du bazar de l'église et peut-être d'autres confidences ? Bien sûr, répondit rapidement madame Ambrose. Elle se sentait seule. J'ai essayé de l'aider comme toute chrétienne l'aurait fait. L'inspecteur se pencha. L'avez-vous rencontré ce soir-là ? Certainement pas. Le déni est venu trop vite, trop fort. Elle s'est ressaisie, baissant la voix. J'étais à la maison toute la soirée. Mon mari peut le confirmer. Le regard de Miss Marple se porta vers la cheminée. Parmi les photos encadrées, une épingle à chapeau en argent brillait de 1000 feux, ornée d'une petite pierre lilas. Elle la regarda avec tendresse. « C'est une jolie épingle, madame Ambrose. Elle devait appartenir à quelqu'un de bon goût. »« C'est à moi, » dit la femme du pasteur, même si la réponse arriva un peu trop tard. « Un cadeau d'il y a des années. » Miss Marple inclina la tête. « Ah, c'est curieux. Je pensais que madame Penrose en avait un très semblable. » Le silence qui suivit fut pesant. Reeves le rompit par une toux. « Nous devons vérifier où vous êtes, madame. Procédure de routine. » Les lèvres de madame Ambrose tremblaient. « Inspecteur, voulez-vous m'accuser ? Après tout ce que j'ai fait pour cette paroisse ?»« Pas d'accusation, » dit doucement Miss Marple. « Juste de la clarté. Cela évite l'embarras plus tard. » Quand ils sont partis, Reeves a poussé un long soupir. « Tu penses qu'elle ment ? » « Je crois qu'elle a peur, » répondit Miss Marple.
Peur de perdre quelque chose de plus précieux que sa réputation. C'est toujours la peur la plus dangereuse. Ils se dirigèrent vers l'église où l'organiste répétait un cantique au rythme incertain. Miss Marple s'arrêta sous l'if. « Inspecteur, avez-vous réfléchi à la raison pour laquelle le meurtre a eu lieu dans la roseraie plutôt qu'ailleurs ?»« Parce que c'est isolé, dit-il. L'endroit idéal pour une réunion secrète. »« Oui, murmura-t-elle. Mais le secret repose sur la familiarité. Il faut connaître le lieu, les angles, les ombres, la manière dont le son se propage. Celui qui l'avait attirée là savait qu'elle viendrait sans éveiller de soupçon. À l'intérieur de l'église, le faible bourdonnement de l'orgue s'estompe. Madame Reeves sortit de la sacristie, pâle et inquiète. « Oh, Miss Marple, murmura-t-elle, je voulais vous parler. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné. » Reeves lui fit signe de continuer. Elle se tord les mains. Le soir de la répétition, quand Madame Penrose revint chercher son médaillon, j'entendis des voix. Je crus qu'elle parlait à quelqu'un, mais la porte était fermée. Je ne distinguais rien, seulement un ton sec, puis des supplications. « Voix d'homme ou de femme ?» demanda Reeves. « Je n'en suis pas sûr, dit-elle d'un ton misérable. Mais plus tard, en sortant, j'ai vu la lumière du presbytère encore allumée à la fenêtre du haut. La chambre de Madame Ambrose, je crois. Elle a regardé dehors, puis a tiré le rideau. Le visage de Miss Marple restait calme, mais ses yeux brillaient. « Et tu n'en as parlé à personne ? Je n'étais pas sûr de ce que j'avais vu. » L'inspectrice griffonne furieusement des notes, marmonnant « alibi et déclaration ». Mais l'attention de Miss Marple était ailleurs. Elle s'était dirigée vers les stalles du chœur, où quelques pétales jonchaient les dalles. Ils étaient fanés maintenant, mais l'un d'eux attira son attention, un lambeau de tissu lilas, aussi fin qu'un fil coincé sous un agenouilloir. Elle le souleva avec précaution. « Un fragment du chapeau, » dit Reeves en se penchant. « Tombé dans la bagarre, peut-être ?»« Peut-être, dit-elle en le pliant entre ses doigts. Ou peut-être était-il placé là pour nous le faire croire. Les apparences, inspecteur, peuvent être aussi délibérées que des empreintes de pas. » Le soir venu, le village bourdonnait de nouvelles rumeurs. La femme du vicaire s'était évanouie, disait-on. D'autres prétendaient que l'inspecteur avait trouvé une confession déjà écrite et scellée, alors qu'en réalité, il n'y en avait aucune. Miss Marple rentre chez elle tandis que le crépuscule se teintait d'indigo. Elle alluma sa lampe et s'assit dans son petit salon, où le tic-tac de l'horloge lui tenait compagnie. Sur la table se trouvaient son tricot, ses lunettes et un morceau de tissu lilas. Elle le retourna dans sa main, pensive. Le tissage était plus fin que dans ses souvenirs. Celui qu'on utilisait non pas pour les chapeaux, mais pour les doublures, celui qu'on aurait pu trouver dans un sac à main. Ses yeux se levèrent vers l'horloge de la cheminée, qui sonna doucement comme pour confirmer une pensée privée qui se formait dans le silence. Quelque part au-delà de la fenêtre, la cloche de l'église répondit, lentement et doucement, le son d'un village retenant son souffle avant la prochaine révélation. L'écho de la cloche s'estompa, laissant Miss Marple seule avec ses pensées. Le morceau de lilas reposait entre ses doigts, comme un murmure du passé. Elle le plia soigneusement, le glissa dans son réticule et se leva. Une faible lumière brillait encore à la fenêtre du presbytère, de l'autre côté du green. Trop tôt pour prier, trop tard pour la bienséance. Dehors, l'air était vif, imprégné d'un parfum de pluie. Elle traversa le chemin d'un pas silencieux, le gravier crissant doucement sous ses chaussures. À l'intérieur du presbytère, des rires, un rire hésitant, s'arrêtèrent brusquement lorsqu'elle sonna. La servante, les joues roses et troublées, ouvrit la porte. « Oh, Miss Marple, je ne m'y attendais pas vraiment. La maîtresse n'est pas tout à fait elle-même ce soir. »« Je n'ose pas, » répondit doucement Miss Marple. « Mais quelques mots de bonté de voisinage pourraient la réconforter. » La fille hésita, puis acquiesça. « Elle est au salon. » Madame Ambrose était assise près du feu, un châle serré autour des épaules. Ses yeux se levèrent brusquement à la vue de Miss Marple, et l'espace d'un instant, elle parut toute petite, comme une enfant qui attend d'être grondée. « Vous êtes venu pour les roses, je suppose » dit-elle d'une voix faible. L'agent les piétina affreusement. « Non » dit Miss Marple en s'installant sur une chaise en face. « Je suis venu par amitié. C'est une chose si fragile quand la peur commence à l'atteindre. » Le sang-froid de la femme du vicaire vacilla. La peur ? Oh, ma chère Miss Marple, vous exagérez. C'est rare, dit-elle gentiment. Voyez-vous, j'ai trouvé quelque chose, un morceau de tissu lilas dans l'église. Il ne provenait pas du chapeau de Madame Penrose, comme on pourrait le supposer, mais d'autre chose, une doublure peut-être, ou l'intérieur d'un sac à main. Les mains de Madame Ambrose se crispèrent sur le châle. Un sac à main ? Sa voix tremblait. Oui, un sac à main de femme, probablement.
Le genre qui pourrait contenir une lettre, un médaillon, ou quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. Il y eut un long silence. L'horloge résonnait avec une politesse exagérée. Finalement, Madame Ambrose prit la parole. « Vous me croyez capable d'une telle tromperie ? Je pense que tu es capable d'aimer, dit doucement Miss Marple. Et l'amour, effrayé, commet des actes très contraires au christianisme. » La femme du pasteur se leva brusquement. « Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle. Charlotte ne voulait vraiment pas faire de mal, mais elle ne pouvait pas garder un secret. Et certaines choses, Miss Marple, doivent rester enfouies. » Avant que Miss Marple puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et l'inspecteur Reeves entra, le visage pâle sous sa casquette. « Madame Ambrose, Miss Marple, je dois vous demander à toutes les deux de rester ici. Il y a eu un autre incident. Encore un ?» La voix de Miss Marple était calme, même si son regard s'était aiguisé. « Quel genre d'incident ?» Reeves prit une grande inspiration. M. Brunt avait disparu. Sa logeuse avait trouvé sa chambre vide ce soir. Sa valise avait disparu, ainsi que son parapluie. Il n'avait laissé aucune trace. La main de Madame Ambrose vola à sa bouche. « Disparu ? Mais cela doit vouloir dire… »« Ça ne veut rien dire pour l'instant, interrompit Reeves. Mais le train express quitte Much-Durnford à 20h30 et il pourrait bien être à bord. » Le regard de Miss Marple se posa sur le feu, où une braise s'était fendue en deux dans un léger sifflement. « Dommage, murmura-t-elle. L'innocence et la culpabilité s'y manifestent, pour des raisons bien différentes. » Reeves se tourna vers la porte. « Je vous préviendrai si nous le retrouvons. » Après son départ, le silence s'épaissit à nouveau. Madame Ambrose resta immobile, le souffle court. « C'est mieux ainsi, dit-elle enfin. S'il est parti, peut-être que tout s'effacera comme le font les tragédies. On oublie, vous savez. On passe à autre chose. »« Vraiment ?» demanda Miss Marple. « J'ai découvert que les péchés ne s'effacent pas. Ils se fixent, comme la poussière sur du bois poli, invisible jusqu'à la tombée de la nuit. » Madame Ambrose se détourna brusquement. « Vous parlez comme si vous saviez ce qui s'est passé. » Miss Marple se leva, les yeux emplis de pitié. « Non pas quoi, simplement pourquoi. Mais cela suffira pour l'instant. » Elle quitta le presbytère avec la même dignité tranquille qu'à son entrée, son châle serré contre le vent. Le long du chemin, la cloche de l'église se détachait sombrement sur le ciel. Alors qu'elle franchissait le portail du presbytère, quelque chose brillait parmi les pierres humides, un petit rectangle de métal à moitié caché par la mousse. Elle se pencha et prit un billet de train, taché mais lisible. La destination était Londres-Paddington, acheté le soir même. Un léger sourire effleura ses lèvres, non pas de satisfaction, mais de reconnaissance. « Ah, murmura-t-elle, comme c'est humain de penser qu'on peut échapper à la culpabilité en changeant de vue depuis la fenêtre. » De retour à son cottage, elle déposa le ticket à côté du fragment de lilas et du bouton d'argent. 3 objets, chacun porteur de son propre murmure de mensonge. Elle se versa une tasse de thé, la laissa refroidir sans y toucher et ouvrit son petit carnet. Son écriture se mouvait délicatement, comme quelqu'un traçant une broderie qu'elle connaissait déjà par cœur. Le lilas est un symbole du premier amour ou de l'adieu. Pardonné écrit mais jamais envoyé. Les roses cachent à la fois des épines et des tombes. Elle s'arrêta, tendant l'oreille. Le vent s'était levé de nouveau, faisant trembler le portail du jardin. On aurait dit, l'espace d'un instant, des coups frappés au loin. On frappa à la porte cette fois, fermement mais avec hésitation. Miss Marple se leva, traversa les 3 couloirs et ouvrit la porte. Le vicaire se tenait là, pâle et humide d'air nocturne. Son regard exprimait à la fois la confusion et l'effroi. « Mademoiselle Marple, dit-il d'une voix rauque, c'est ma femme qui est partie. » Son cœur se serra, mais son visage demeura serein. « Où êtes-vous allé, révérend ?» il déglutit. « Je ne sais pas. » Mais il manqua son sac à main, celui doublé de soie lilas. La voix du vicaire tremblait comme une note d'orgue trop longtemps tenue, vacillant au bord de la panique. Miss Marple le guida doucement dans le salon, sa présence calme étant le seul point fixe d'une nuit qui commençait à s'éteindre. Elle lui indiqua la chaise la plus proche du feu et attendit qu'il s'assoie, les mains tordant son chapeau comme en signe de pénitence. « Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ?» demanda-t-elle doucement. « Juste après le dîner, dit-il, le regard fixé sur les flammes. Elle semblait agitée. J'ai cru que c'était à cause de son chagrin pour la pauvre Charlotte, vous savez. Mais quand je suis remonté plus tard, elle avait disparu. Son châle, ses gants, son sac avaient disparu. » Miss Marple a joint les mains. « Et vous ne l'avez pas entendu partir ?» Il secoua la tête. « Non.
J'étais allé écrire mon sermon. La maison était peut-être trop silencieuse. Une rafale de vent fit trembler les vitres, comme si le village lui-même l'écoutait. Miss Marple se leva, alla à son petit bureau et prit le billet de train qu'elle avait trouvé. « Je me demande, murmura-t-elle, si l'agitation de votre femme l'a conduite jusqu'à la gare. » Les yeux du vicaire s'écarquillèrent. « Vous pensez qu'elle a suivi M. Brunt ?»« Je pense, répondit-elle, que la fuite et la poursuite sont souvent les deux faces d'un même élan. La culpabilité recherche le pardon avec autant d'empressement que l'innocence cherche à s'échapper. Elle fait venir l'inspecteur Reeves dans l'heure. À son arrivée, l'aube avait commencé à pâlir le ciel, éclairant les haies d'une lumière incolore. Son expression était hagarde, sa voix basse. « Nous avons trouvé Brant, dit-il. Ou plutôt, il nous a trouvés. Il est de retour à St. Ainsley. » « De retour ?» répéta le vicaire d'une voix neutre. Reeves hocha la tête. « Je suis entré directement en gare dès l'arrivée du train de 6 heures. Il affirme qu'il n'est jamais parti. Il affirme avoir passé la nuit près de la rivière à réfléchir. Je l'ai sous surveillance à l'auberge. » Miss Marple regarda l'inspecteur avec un intérêt discret. « Alors peut-être est-il temps de laisser les gens se révéler, si nous posons les bonnes questions. » Reeves fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? Un peu de thé, un peu de conversation et un tout petit test, dit-elle sereinement. La vérité a tendance à s'échapper quand les bonnes manières exigent le silence. » En milieu de matinée, Miss Marple avait organisé ce qu'elle appelait une réunion réconfortante. Elle eut lieu dans le salon du presbytère, sous prétexte de restaurer l'harmonie dans une paroisse ébranlée. Le vicaire, blême et distrait, sert le thé. L'inspecteur Reeves s'attarda près de la cheminée, mal à l'aise en compagnie de civils. Madame Reeves, l'organiste, était assise, raide, près de la fenêtre, et M. Brantnow, pâle mais déterminé, fut invité, sa présence étant présentée comme un acte de réconciliation chrétienne. Miss Marple elle-même présidait la table du thé, souriant avec cet air doux et légèrement désolé qui précédait si souvent la révélation. Elle sert d'abord Madame Reeves, puis le vicaire, puis M. Brant. Un silence délicat mais mesuré suivit avant qu'elle ne serve une tasse à Madame Ambrose. Entrée quelques instants plus tôt, l'air à la fois harcelé et radieux, son sac serré sous le bras. « Comme c'est gentil à vous d'être venue, ma chère, » dit Miss Marple. « Nous parlions justement de pardon. » Madame Ambrose resta figée une fraction de seconde avant de reprendre ses esprits. « Le pardon est toujours nécessaire, n'est-ce pas ? Pour les autres, et parfois pour soi-même. » Miss Marple remuait son thé. « En effet. Pourtant, j'ai toujours pensé que le pardon exigeait une confession préalable, même si c'était seulement à soi-même. » Le vicaire se tortilla, mal à l'aise. « Ma femme est malade, » dit-il rapidement. « Peut-être devrions nous éviter des sujets aussi graves. » Mais les yeux de Miss Marple restèrent fixés sur Madame Ambrose, assise, raide comme une flèche. « Vous avez laissé tomber quelque chose, ma chère, » dit-elle d'un ton léger, « près de votre chaise. » L'épouse du vicaire baissa instinctivement les yeux. Là, brillamment, faiblement sur le tapis, se trouvait un petit bouton d'argent, le troisième du genre. Elle hésita, puis se baissa pour le récupérer, le visage décoloré. Reeves s'avança. « D'où vient cette remarque, Madame Ambrose ?» Elle le fixa, muette. La voix de Miss Marple, lorsqu'elle se fit entendre, était si douce qu'elle ressemblait à de la compassion. C'est étrange comme ces petites choses nous reviennent sans cesse. Boutons, notes, morceaux de tissu, on dirait qu'elles connaissent toujours leur chemin. Madame Ambrose se laissa lentement retomber sur sa chaise. « Tu crois que je… » Elle s'interrompit, incapable de terminer sa pensée. « Non, ma chère, dit doucement Miss Marple. Je pense que tu as porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. La vérité, comme le lierre sur ton mur, devait finir par percer. » Le silence qui suivit fut insupportable. Même le vicaire semblait s'être arrêté. Enfin, Madame Ambrose prit la parole, ces mots à peine audibles. Je voulais seulement l'effrayer. Elle avait dit qu'elle parlerait à mon mari de l'argent et des lettres. Je ne voulais pas. Reeves s'avança, mais Miss Marple leva la main. Silence. Laissez-la parler. Les aveux arrivèrent par à coup. Madame Ambrose avait emprunté de l'argent à Madame Penrose pour le toit de l'église, avec l'intention de le faire discrètement. Charlotte avait découvert la vérité et avait menacé de dénoncer les faits, exigeant un remboursement impossible à honorer. Une rencontre fut organisée dans le jardin, destinée à la persuasion et non à la violence. Elle trébucha, murmura la femme du pasteur. J'essayais de l'aider, mais elle tomba et il y avait du sang. J'ai paniqué. Je me suis dit que ça ressemblerait à un vol. Les paroles se transformèrent en sanglots. Le vicaire se détourna, le visage blême.
Reeves expira lourdement, son carnet tremblant dans sa main. Il nous faudra une déclaration officielle. Miss Marple, cependant, observait Madame Ambrose avec une expression presque bienveillante. « Le jardin, murmura-elle, n'a jamais été fait pour se cacher. Les roses fleurissent toujours, même sur ce qu'on enterre. » Dehors, la cloche de l'église se mit à sonner, lente et lourde, non pas pour l'office, mais pour la révélation de la vérité. Reeves partit prendre ses dispositions. Le vicaire resta immobile près de la fenêtre, et Miss Marple rassembla discrètement les tasses de thé, comme pour ranger les vestiges de la fragilité humaine. En se retournant, elle vit le sac à main de Madame Ambrose ouvert sur la chaise. À l'intérieur, la doublure lilas brillait faiblement, et un petit médaillon en argent brillait. Miss Marple ferma doucement le fermoir, l'air indéchiffrable. « Les apparences, dit-elle doucement, ont leur petite ironie. » Elle posa le sac, l'air autour d'elle chargé d'un chagrin inexprimé. Pourtant, alors qu'elle regardait vers le cimetière par-delà la fenêtre, un rayon de lumière perça les nuages, étroit, hésitant, mais indéniablement présent. La lumière du soleil qui perçait la fenêtre du presbytère était pâle et étroite, telle une ligne trop nette entre culpabilité et pardon. Madame Ambrose était assise, immobile, les mains jointes sur ses genoux, sa confession flottant dans l'air comme un encens qui refusait de s'éteindre. L'inspecteur était parti faire son rapport, laissant derrière lui le léger bruit de ses bottes qui s'éloignaient et le bourdonnement sourd de l'horloge paroissiale derrière la haie. Miss Marple, toujours près de la fenêtre, plit son mouchoir avec une précision silencieuse. Le vicaire resta près de la cheminée, immobile, silencieux. Son regard se posa sur le service à thé, ces fragiles accessoires domestiques qui, pendant 1 heure, avaient dissimulé la tragédie sous une conversation. « Ce n'est pas le pire des péchés, vous savez, » dit enfin Miss Marple d'un ton doux comme la pluie. « Le désespoir est très proche de la foi, mais mal orienté. » Il la regarda d'un air absent. « Je n'arrive pas à y croire. Elle était bonne. » « La plupart des bonnes choses, dit-elle, sont la peur déguisée, la peur d'être pris au dépourvu. » Il se tourna alors vers sa femme, mais elle ne le regarda pas dans les yeux. Le silence entre eux était plus pesant que toute accusation. Dehors, un bruit soudain rompit le silence, le grincement lointain de la porte de l'église, suivi du son irrégulier d'une cloche. Miss Marple inclina légèrement la tête. « Pardonnez-moi, révérend, » murmura-t-elle en se levant. « Il y a encore une chose que je dois voir. » Elle traversa lentement l'allée, le vent halant le bord de son écharpe. L'église se dressait comme toujours, solide, respectable, vaguement pieuse malgré son vide. Mais la porte était entr'ouverte, ses gonds grinçant doucement lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, l'air était frais et légèrement parfumé de cire et de lys de l'autel. Une silhouette solitaire était agenouillée près du premier banc, la tête penchée vers Madame Reeves, l'organiste. Miss Marple s'approcha, ses pas résonnant doucement sur les dalles. « 1 heure propice à la dévotion, dit-elle doucement. » Madame Reeves sursauta, puis se leva vivement, le visage pâle. « Oh, je ne faisais que ranger les fleurs. L'inspecteur a dit qu'il fallait garder l'église ouverte, même si c'est vraiment pénible. » Sa voix tremblait. Miss Marple la regarda avec bienveillance. « Vous aimiez bien Madame Penrose, n'est-ce pas ?» La femme hésita. « Je la plaignais peut-être. Elle désirait tant être admirée. Il est dangereux de rechercher l'admiration plus que la gentillesse. » « Oui, » murmura Miss Marple. « Dangereux, en effet. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Madame Reeves ajouta, presque pour elle-même. « Parfois, je me dis que ce n'était pas du tout la faute de la pauvre Madame Ambrose, que c'était arrangé de façon tordue d'une certaine manière. Il y a un problème de timing. Elle ne pouvait pas être dans le jardin quand elle s'arrêta brusquement. » Son regard se porta vers la porte de la sacristie, où un léger bruit de mouvement retentit. L'instant d'après, l'inspecteur Reeves apparut, l'air sombre. « Mademoiselle Marple, dit-il, nous venons d'avoir des nouvelles de Much Durnford. Il y a quelque chose qui vous intéresse. » Il attendit que Madame Reeves se soit retirée, puis baissa la voix. « La logeuse de Brunt a fouillé sa chambre ce matin. Elle a trouvé du sang sur son col, sec, léger, mais présent. Il prétend que c'est une coupure de rasage. Mais bon, vous pouvez imaginer. » Miss Marple fronça légèrement les sourcils. « Et le timing ? » « C'est étrange, » a admis Reeves. Le médecin légiste a déclaré que la blessure à la tête de Madame Penrose ne résultait pas d'une chute. Elle provenait d'un objet contondant, courbé, lourd et au bord lisse. Pas le chemin de pierre, ni une bêche à ais. Quelque chose comme il s'arrêta, jeta un coup d'œil autour de l'église, puis termina doucement, un manche de parapluie.
Le silence qui suivit était presque empreint de recueillement. Les mains de Miss Marple se crispèrent imperceptiblement sur son réticule. « Courbe et lisse, répéta-t-elle. « Oui, il tiendrait parfaitement dans une main effrayée. » Reeves soupira. « Donc, soit le commis mentait depuis le début, soit où, dit Miss Marple, il disait une partie de la vérité, comme le font souvent les hommes effrayés. Voyez-vous, inspecteur, la culpabilité est rarement solitaire, elle aime la compagnie. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Vous voulez dire que Madame Ambrose a eu de l'aide ? » « Je veux dire, dit-elle, son regard dérivant vers la sacristie, qu'il reste des fils non tirés. Si on les tire, le tissu risque de se défaire complètement. » Une rafale de vent s'engouffra par la porte ouverte, éparpillant quelques pétales de la composition de l'autel. Ils tombèrent comme de petits soupirs sur le sol de pierre. Miss Marple se pencha pour cueillir une rose lilas fanée, au bord bruni. « C'est étrange, murmura-t-elle, comme les fleurs changent après la mort. Même la beauté devient secrète. » Dans l'après-midi, le village bourdonnait de nouveau. La voiture de l'inspecteur fut aperçue devant l'auberge. Un agent de police alla chercher M. Brunt une fois de plus. Madame Ambrose resta au presbytère sous bonne garde, même si les murmures laissaient entendre de la pitié plutôt que du mépris. Seule Mademoiselle Marple semblait insensible au tumulte. Elle sillonne les ruelles en silence, s'arrêtant une fois à la poste, une fois chez le marchand de légumes, recueillant des bribes de ragots comme s'ils étaient des indices en eux-mêmes. Ce soir-là, elle retourna à l'église, désormais fermée à clé et déserte. Elle avait emprunté la clé du curé, expliquant de son ton le plus doux que la clôture, ma chère, exigeait un peu d'ordre. À l'intérieur, les bougies avaient faibli. Elle se dirigea lentement vers la sacristie, où une légère tache de pierre plus sombre marquait encore l'endroit où Madame Penrose était tombée. S'agenouillant avec précaution, elle épousseta la poussière et découvrit une petite empreinte près du bord, la marque circulaire et subtile d'une virole enfoncée dans la terre humide. Elle se leva avec précaution, l'air indéchiffrable. L'air sentait vaguement le métal et la pluie. Alors qu'elle se retournait pour partir, la porte du clocher grinça derrière elle. Une silhouette se tenait là, indistincte dans la pénombre. « Mademoiselle Marple, dit une voix qu'elle connaissait bien, même si elle tremblait à présent. Vous ne devriez pas être ici. » Elle soutint ce regard avec calme. « Au contraire, ma chère, dit-elle doucement, c'est exactement là où je devrais être. Voyez, vous, quand on passe autant de temps à soigner les apparences, la vérité doit bien se cacher quelque part. » L'ombre s'avança, et le faible éclat de quelque chose dans la main de la silhouette attira la lumière de la bougie. Une courbe familière de bois poli, lisse et sombre. Miss Marple ne bougea pas. Sa voix était presque tendre. « Ah, murmura-t-elle, ce n'était donc pas perdu après tout. » Le regard de Miss Marple suivit la courbe du bois poli dans la main qui lui tenait, le manche reconnaissable entre tous du parapluie. Il reposait légèrement dans la main tremblante de la femme du vicaire, et pourtant le poids de la confession, contenu dans cet unique objet, pesait sur la pièce avec une inéluctable inertie. « Madame Ambrose, commença Mademoiselle Marple d'une voix douce, vous n'avez pas besoin de parler maintenant. Je comprends, et j'en ai vu assez pour laisser la vérité surgir d'elle-même. » Le vicaire, blanc comme la craie, recula d'un pas. Pourquoi ? Comment sa voix se brisa, s'arrêtant face à la gravité de son calme. « Tout a commencé, dit lentement Miss Marple, non par une dispute, ni par la rage, ni même par la préméditation. Tout a commencé par la peur d'être démasqué, la peur de la honte de ce qui pourrait être découvert. Et pourtant, cette peur n'était pas la vôtre seule. Elle s'est propagée, telle une ombre, à travers le jardin, touchant les autres à leur insu. » Madame Ambrose s'affala dans la chaise la plus proche, le parapluie lui glissant des doigts. « Je ne voulais pas, elle est tombée, et oui, dit doucement Miss Marple. Et les boutons, les notes, les fragments de lilas, tout cela formait une histoire d'apparence. Chaque pièce, placée ou négligée avec soin, indiquait non l'innocence ni la culpabilité, mais l'attention, les détails de l'erreur humaine. L'inspecteur Reeves fait un pas en avant, son carnet oublié. « Vous dites, l'ordinaire est souvent le plus dangereux, interrompit Miss Marple. Charlotte Penrose n'est pas morte uniquement par malveillance. Elle est morte à cause de la peur et du secret combiné. Le parapluie a heurté la victime alors qu'elle se défendait. Le médaillon est tombé, les boutons se sont déchirés. Tout cela est banal, mais suffisamment pour paraître extraordinaire à ceux qui n'y prêtent pas attention. » Les yeux de Madame Ambrose étaient humides, ses lèvres entr'ouvertes dans un acquiescement stupéfait.
Je voulais seulement l'effrayer, murmura-t-elle. Je pensais qu'elle comprendrait. Je ne l'ai pas fait. Tu l'as fait, dit Miss Marple, bien que la compréhension soit rarement immédiate et que la pitié puisse survenir longtemps après la peur. C'est pourquoi de petits objets peuvent raconter de si grandes histoires boutons, doublures de chapeaux et médaillons. Ils ne sont pas innocents, ils portent en eux une intention, même faible. Le vicaire se porta la main au front. « Et Brant » Miss Marple secoua la tête. Il avait été mal interprété. Sa fuite, imaginée ou préparée, n'avait fait qu'augmenter le besoin du village d'un méchant. Mais culpabilité et suspicion ne sont pas toujours de mise. Vos actions, Madame Ambrose, ont créé un théâtre pour les deux. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger tic-tac de l'horloge de la cheminée. Dehors, le vent agitait les branches, claquant contre les fenêtres avec une faible insistance. Miss Marple se leva et se dirigea vers le centre de la pièce, son châle tombant soigneusement sur ses épaules. Elle jeta un dernier coup d'œil au parapluie, puis aux fragments de tissu lilas sur le foyer. « Tout est lié, dit-elle doucement mais fermement. La peur, le secret, l'amour, la fierté et le poids des apparences. » Finalement, ce qui semblait délibéré n'était que la conséquence naturelle des défauts humains. Madame Ambrose enfouit son visage dans ses mains, tremblante. Le vicaire, toujours pâle, posa une main sur la sienne, une excuse muette qui marquait le début d'une vie morale paisible. L'inspecteur Reeves a enfin retrouvé sa voix. « Alors, tout ça, les boutons, la note, le médaillon, ça fait partie d'un schéma. » Miss Marple sourit faiblement. « Pas de schéma de planification, un schéma de réaction. Les gens créent des récits autour d'eux-mêmes, puis vivent en eux. Ce n'est qu'en examinant à la fois ce récit et les vies qui l'entourent que l'on peut entrevoir la vérité. » Dehors, un pétale de lilas était tombé sur le rebord, délicat et humide. Elle le ramassa et le fit tourner lentement entre ses doigts. « Charlotte Penrose avait choisi le chapeau, dit-elle doucement, laissant ainsi un indice sur sa personnalité, son courage et les vulnérabilités qui l'entouraient. Les symboles ne mentent pas, les gens si. » Reeves hocha lentement la tête, la compréhension naissant sous le poids de l'inéluctabilité. Et pourtant, tous les regards se tournèrent vers Brant. Miss Marple replia le pétale dans sa main. Bien sûr, les apparentes sont réconfortantes. Elles laissent le village croire à une histoire qu'elles peuvent contrôler. Mais la vérité, gênante, délicate, humaine, se cache souvent là où on l'attend le moins. Elle plaça le pétale à côté du médaillon et des boutons. Chaque objet racontait sa part de l'histoire, peur et amour, secret et révélation, culpabilité et repentir. Et maintenant, le village, l'inspecteur et la maison du vicaire pouvaient recommencer le lent travail de réconciliation entre ce qui était arrivé et ce qui pouvait être enduré. Pour Miss Marple, ce fut la plus silencieuse des victoires. Ni célébration, ni triomphe, seulement la certitude, douce et constante, que la vérité avait émergé, aussi patiente et durable que le lierre sur le mur de l'église. Dehors, le vent se tut. La cloche, désormais lointaine, avait cessé de sonner. Une légère bruine recommença à tomber, lavant le chemin d'une pluie pure et discrète. Miss Marple la regarda tomber, songeant, comme toujours, que même dans la fragilité humaine, il existait un rythme subtil, persistant et discrètement moral. Au matin, la bruine s'était adoucie en une légère brume, enveloppant St. Ainsley d'un voile délicat qui donnait au village une apparence plus petite, plus calme et plus prudente. Les fenêtres scintillaient d'une lumière humide et les massifs de roses du jardin du presbytère, bien que légèrement piétinés, semblaient presque restaurés sous le doux flot de la pluie. La vie, comme toujours, avait commencé à insister silencieusement sur la continuité. Miss Marple marchait lentement le long du chemin, les mains sous son châle. Elle passa devant le bureau de poste, où Madame Tilling balayait le perron et saluait poliment chaque voisin. Chaque visage qu'elle croisait portait les traces des révélations de la nuit. Mais tous avaient repris l'apparence de préoccupations ordinaires lettres, registres, courses. L'extraordinaire, songea-elle, se cache toujours dans l'ordinaire. Au presbytère, la maisonnée avait pris un nouveau rythme. Le vicaire, pâle mais serein, parcourait tranquillement ses appartements, s'excusant gentiment auprès de Madame Reeves et de M. Brant pour le bouleversement. Madame Ambrose, encore tendrement secouée, rangeait ses affaires avec soin. La doublure lilas de son sac à main restait pliée avec soin, témoin silencieux de l'erreur humaine et de la peur. Son immobilité était plus éloquente que les mots, portant le souvenir des faux pas, des secrets
et de la fragile clémence de la compréhension. M. Brunt, désormais rassuré de son innocence, avait discrètement récupéré ses effets personnels à l'auberge. Il marchait avec un sourire hésitant, conscient des regards curieux et du soulagement muet qui s'étaient tournés vers lui. Le village avait fait la paix avec lui, même s'il avait fallu la gravité de la confession et la présence ferme et l'autorité tranquille de Miss Marple pour détourner les soupçons. Il semblait à la fois apaisé et reconnaissant, un jeune homme qui avait entrevu la complexité sous les apparences. Miss Marple retourna à son cottage où son petit salon embaumait une légère odeur d'herbe séchée. Le fragment de lilas, les boutons d'argent et le médaillon reposaient soigneusement sur la table, rappelant les objets ordinaires à travers lesquels l'extraordinaire folie humaine s'était révélée. Elle versa du thé, le laissant refroidir, tout en repensant à la tapisserie mentale qu'elle avait tissée à partir des fils de la peur, de la fierté, de l'amour, du secret et du poids persistant des apparences du village. La voix du vicaire résonna brièvement par-dessus la haie, la saluant avec douceur. Miss Marple esquissa un léger sourire, les commissures de ses lèvres se soulevant avec la subtile reconnaissance de la condition humaine. Les hommes aspirent à l'ordre, mais prospèrent dans le chaos, ils préservent leur dignité, mais ne peuvent échapper aux faux pas qui les définissent. Elle sirota son thé et songea à l'ironie qui avait imprégné cette affaire: le chapeau, le médaillon, les boutons, chacun symbole et signal, amenant tous les observateurs à des conclusions à la fois plausibles et trompeuses. À midi, la salle paroissiale avait rouvert. Le bazar de charité de la Pentecôte continuait, quoique plus calmement. Madame Price Ridley circulait, conseillant les jeunes femmes avec la même attention impérieuse qu'à son habitude, quoique tempérée par une pointe de prudence. Ses propos, autrefois certains et incontestables, portèrent désormais un léger écho d'humilité. Les ragots persistaient, bien sûr, ils ne sont jamais absents, mais le ton s'était adouci. Un certain sens des convenances avait repris ses droits, non par la répression, mais par le cours naturel du savoir partagé. Miss Marple déambulait dans le bazar, remarquant les compositions florales soignées, les échanges polis aux tables et l'efficacité discrète des aides. Tout semblait paisible en apparence. Pourtant elle percevait les subtils changements de posture, les regards rapides, les hésitations dans les paroles. Chacun était l'ombre des événements de la nuit, la marque de ce qui avait été enduré et de ce qui avait été pardonné. Le village, dans ses mouvements ordinaires, tissait l'extraordinaire au fil du quotidien. Elle s'arrêta devant le stand où le ruban lilas avait autrefois attiré les regards, se souvenant de l'audace de Charlotte Penrose et de la petite et puissante provocation de son chapeau. C'était stupéfiant, pensa Miss Marple, comme le courage pouvait laisser de telles traces visibles dans les objets, les gestes, même dans la furtive perspicacité d'un regard. Le courage avait rencontré la peur dans le jardin, et le résultat avait été tragique. Pourtant ce même courage, passé, inaperçu aux yeux de beaucoup, avait laissé des indices suffisants pour comprendre, et finalement, pour obtenir la clémence. Le vicaire s'approcha, d'un pas hésitant, mais assuré. « Mademoiselle Marple, dit-il, je vous suis plus reconnaissant que je ne peux l'exprimer, de nous avoir guidés dans cette épreuve, de nous avoir aidés à y voir plus clair. Le temps et l'observation se révèlent, répondit-elle doucement. C'est étonnant à quel point les gens révèlent des choses quand ils pensent lorsque personne ne les regarde. Il esquissa un léger sourire, un mélange de soulagement et de tristesse persistante. Et maintenant, et le village? La vie continuera, dit-elle. Le marché ouvrira, les thés seront servis, et les roses refleuriront. Les gens oublieront certaines choses, se souviendront d'autres, et, avec un peu de chance, apprendront que les apparences sont souvent moins sûres que la gentillesse. En retournant à sa chaumière, elle remarqua les subtiles harmonies du village, le rire d'un enfant de l'autre côté du chemin, le murmure des conversations provenant du bazar, le doux bourdonnement des abeilles retournant aux fleurs humides de pluie. Tout reprit son cours normal, même si chaque surface conservait désormais le vague souvenir des événements de la nuit. Des secrets avaient été révélés, des erreurs reconnues, et la fragilité humaine, tempérée par la compréhension, avait trouvé sa place. Miss Marple ouvrit sa porte, la referma derrière elle et accrocha soigneusement son châle. Elle regarda une fois de plus par la fenêtre le cimetière, où des ombres s'attardaient parmi les roses. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, non pas de triomphe, mais de douce mélancolie. Dans son esprit, elle remonta le fil des conséquences, discernant l'ordre paisible sous le chaos, la grâce durable sous l'erreur humaine. Elle était assise près du feu, tricotant lentement,
les derniers rayons du jour s'estompant dans le crépuscule. Dehors, le vent soufflait à travers les haies, apportant un léger parfum de lilas et de pluie. Le village dormait, continuant son activité, ignorant que la vérité et la compassion avaient discrètement disparu, laissant le monde un peu plus compréhensible, un peu plus humain. Miss Marple posa son tricot et leva les yeux vers le ciel déclinant. « Tant de choses dépendent de la capacité à voir clairement l'ordinaire, murmura-t-elle, et à laisser le cœur pardonner là où l'esprit a trébuché. » Le feu crépitait doucement, comme en signe d'accord, tandis que le rythme doux du village reprenait son cours ininterrompu, inévitable et tranquillement moral.